Bonjour à tous, bienvenue. Monsieur le conseiller d'État représentant le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le président de la Cour administrative d'appel, Monsieur le président de la conférence des bâtonniers, Madame la vice-présidente du CNB, Monsieur le doyen, Madame la présidente du tribunal administratif de Montpellier, Monsieur le président du tribunal administratif de Nîmes, qui ai-je oublié? Je ne sais pas. Bonjour à vous tous, en vos grades et qualités. On est très heureux. On est très heureux ici à Montpellier d'accueillir un événement qui est un événement unique, dont l'initiative conjointe revient à la fois à la conférence des bâtonniers et au Conseil national des barreaux, en les personnes de Patrick Lingibé et Serge Degas, qui sont présents, que je voudrais remercier, parce que c'est quand même d'abord sans doute une des premières fois que ces organismes représentatifs de la profession des avocats, qui nagent avec aisance dans le monde judiciaire, rassemblent à l'occasion d'un événement l'ensemble de la communauté de droit public, magistrats, greffiers, avocats, universitaires. Ce moment, qui est une première mais qui a vocation à être réédité de façon annuelle, est un moment pour toute une partie du monde de la justice qui est sans doute, ou qui a été sans doute, un peu plus discrète qu'une autre partie. C'est un moment important pour nous de se rassembler, d'échanger sur un sujet important. Et donc, je ne serai guère plus long. Je voudrais tous vous remercier d'être venus si nombreux. Et puis, on est à nouveau très heureux de vous accueillir dans cette salle que nous inaugurons aujourd'hui, que nous avons réhabilitée spécialement pour vous. Voilà. Donc, le programme est chargé. Donc, je vais immédiatement céder la parole pour ce moment d'ouverture à Thomas Andrieux, conseiller d'État, représentant du vice-président du Conseil d'État. Merci monsieur le bâtonnier, cher Maxime. Je me présente donc Thomas Andrieux, président de la 8e chambre du contentieux au Conseil d'État. J'ai mené un travail sur l'intelligence artificielle, mais avant de parler d'intelligence artificielle, je voulais dire combien je suis heureux d'ouvrir ces premières rencontres territoriales du droit public, qui repose, si j'ai bien compris, sur 3 piliers: les avocats, la faculté et les juges administratifs. Et je suis venu vous dire aujourd'hui, effectivement, au nom du vice-président du Conseil d'État, qu'organiser ces rencontres est une initiative formidable et qu'elle a l'entier soutien de la juridiction administrative. Donc je remercie évidemment les instances de la profession de cette excellente idée. Elles sont représentées au plus haut niveau aujourd'hui par Monsieur le Président de la conférence des bâtonniers, Jean-Raphaël Fernandez, Madame la vice-présidente du CNB, Hélène Laudic-Baron, et Julie Couturier, la présidente elle-même, qui va clôturer nos travaux. Je salue également Patrick Lingibé, qui est avec nous au premier rang, qui suit les sujets de droit public au sein du CNB. Il a été le premier à avoir l'idée de ces rencontres, je crois. Il en a été le promoteur ardent. Merci bien sûr au bâtonnier Maxime Rosier qui nous accueille dans sa maison des avocats aujourd'hui. Elle est superbe. Alors, j'allais dire elle est superbe, mais comme il l'a déjà dit, je renchéris. Le bâtonnier Rosier est un bâtonnier publiciste. C'est rare et c'est précieux. Donc je dis rare car lorsqu'on est jeune juge administratif, ce que je ne suis plus, mais lorsqu'on est jeune juge administratif, on pense que l'univers du droit se sépare en 2 moitiés égales, le droit public et le droit privé. Vous savez tous comme moi que c'est pas du tout vrai. Et que, en tout cas, la réalité démographique et la réalité économique du droit français est très différente, notamment au sein de la profession d'avocat. Les publicistes sont très minoritaires. Minoritaires, faut-il pour autant que ces minoritaires soient invisibles? Non. Et c'est la première vertu de ces rencontres.
Elles sont soutenues, elles sont organisées par la profession et elles rappellent notamment que la défense des libertés publiques et que les questions du quotidien des Français passent plus que jamais par le juge administratif. Et ces rencontres témoignent aussi du fait que le juge administratif a acquis une visibilité croissante aux yeux des Français. Le développement du référé liberté, les contentieux Covid montrent que le juge s'occupe des sujets qui passionnent les Français et qu'il tranche les litiges dans une temporalité, alors j'allais dire une temporalité adéquate, mais je suis devant des avocats, donc je vais être prudent pour parler des délais de jugement. Bon. Mais en tout cas, un juge qui intéresse. Et je suis frappé de voir, juste sur le référé, que parfois seul le référé intéresse, et qu'on dépose un référé, et qu'on dépose même plus une requête au fond. Ça m'a énormément frappé ces dernières années. Un autre mérite de ces rencontres, c'est d'être territorial. C'est-à-dire de montrer que le droit public au quotidien, au service des Français, se joue dans les régions, dans les départements, dans les villes, dans les 42 tribunaux administratifs, les 9 cours administratives d'appel, et pas uniquement à Paris, au Palais Royal. Et quel meilleur endroit que Montpellier, d'ailleurs, pour inaugurer ces dernières rencontres, une de nos plus anciennes facultés de droit, monsieur le doyen, une région magnifique, même si la météo m'a un tout petit peu déçu ce matin, une population en croissance, des enjeux de politique publique très délicats, un contentieux administratif en croissance, même si c'est une bénédiction et une malédiction à la fois. Enfin, osons rappeler que les avocats sont des acteurs économiques et des chefs d'entreprise également, et que le droit public, c'est aussi un marché. Et ne boudons pas notre plaisir à se voir développer dans les territoires de beaux cabinets d'avocats en droit public, des cabinets spécialisés qui offrent aux justiciables des prestations de qualité et qui proposent aux juges des écritures lisibles et bien construites. La justice administrative est donc très heureuse de construire ces rencontres avec vous, et j'associe à mes vœux de réussite mon collègue Jean-François Mout, président de la Cour administrative d'appel, qui clôturera les travaux avec la présidente Couturier, et Valérie Kemener, présidente du TA, dans le ressort duquel nous nous trouvons aujourd'hui. Une dernière observation, enfin, sur le thème du jour, l'intelligence artificielle. Je ne vais pas préempter les tables rondes. On sait que l'intelligence artificielle, elle arrive, elle bouleverse nos métiers, juges, avocats, universitaires. Et je ne sais pas si on pourra faire du droit sans l'intelligence artificielle dans 10 ou 15 ans. Et l'enjeu n'est pas seulement d'être à la hauteur de la machine. Et donc je citerai le doyen Clamour, qui est à cette table, qui, dans son dernier entretien à Dalloz Actualité, nous invite à, je cite, « dominer la machine ». Et le juge, s'il a recours à l'intelligence artificielle, et je crois qu'il aura recours à l'intelligence artificielle, devra toutefois prouver au justiciable, au jour le jour, que ce n'est pas la machine qui le guide. Et donc ce matin, à nous de faire du droit utile et donc de dominer la machine. Merci à tous. Merci monsieur Bâtonnier, mesdames et messieurs, président de vos grades et qualités. Je vais vous dire un secret marseillais, puisque je suis avant tout avocat à Marseille, avant d'être président de la conférence des bâtonniers. À Marseille, on dit souvent, pour ceux qui ont des références footballistiques, à jamais les premiers. Eh bien, à jamais les premiers, à vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui, puisque vous participez aux premières rencontres territoriales de droit public, et j'espère qu'elles seront nombreuses à suivre dans les années qui viennent. Et cette initiative, effectivement, vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, elle est née sous la précédente mandature de la conférence, sous la présidence de Bruno Blanquer, avec Patrick Lingibé, avec Serge Degas, une volonté dans les territoires de mettre en avant la barre publiciste. Et quand je vous regarde toutes et tous aujourd'hui, je vois un certain nombre d'avocats plutôt jeunes, et je me dis qu'effectivement l'avenir pour les publicistes est plutôt radieux. Ça, c'est important. Le rôle de vos élus nationaux, c'est de porter les avocats vers des domaines d'activité en développement, et le droit public en fait partie, et c'est notre rôle de vous accompagner et de faire en sorte que le droit public dispose de la place qu'il mérite aujourd'hui dans nos domaines d'activité, et cette place est grandissante. Et notre rôle, notamment pour le président de la conférence des bâtonniers, donc des 163 barreaux de province, c'est de mettre en avant, vous l'avez dit, monsieur le représentant du Conseil d'État, les barres publicistes et des barreaux de province. Il y en a une très belle à Montpellier, il y en a à Toulouse, il y en a à Marseille, il y en a à peu près partout. Et si vous avez fait allusion à la quarantaine de tribunaux administratifs, c'est bien les 163 barreaux de province, les
les avocats de ces 163 barreaux qui font vivre le contentieux administratif. Et c'est une des raisons pour lesquelles je tenais absolument à être là ce matin pour vous accompagner. Et puis, dans ce titre, première rencontre territoriale droit public, je vois rencontre, je vois territoire et je vois droit public. Donc je vois 3 choses qui me passionnent et qui m'intéressent. Rencontre, c'est nos échanges. Et ce matin, encore une fois, il y a des confrères de plein de barreaux différents et des spécialistes et des praticiens de droit public, et vous allez échanger tout au long de la matinée, à l'heure du déjeuner peut-être, et échanger vos pratiques. Et c'est comme ça aussi que se perpétue une tradition qui est la nôtre, la spécificité de notre profession, celle de la profession d'avocat, la confraternité, l'échange entre nous, la solidarité. Et c'est dans des journées comme ça qu'on fait mieux connaissance et qu'on peut trouver des correspondants et des confrères avec qui travailler. Et c'est très important pour nous. Les territoires, c'est la base. Et c'est pour moi le socle commun de la conférence des bâtonniers. C'est celle qui fédère, qui coordonne, qui accompagne les 163 barreaux de province. Tous ces territoires, cette diversité. Dieu sait si, pour me déplacer beaucoup partout en France actuellement, je mesure l'avantage, les avantages que notre profession sur tous les territoires peut mettre en place. Droit public, j'en ai parlé, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Effectivement, je souhaite, et je suis content que Maxime et d'autres bâtonniers publicistes soient présents au sein de nos instances. Je souhaite effectivement que cette branche de notre droit continue à progresser et que nous accompagnions, notamment également peut-être par des rapprochements avec les universités auxquelles je suis très sensible, nous accompagnons effectivement l'avancée de nos cabinets vers ce marché. Vous avez parlé d'un marché, vous avez raison. Il faut, je crois, avant toute chose, répondre aux besoins de nos clients. Et aujourd'hui, le droit public, il y a un besoin de nos clients, justiciables, lambda ou collectivités locales ou territoriales. C'est quelque chose de très important. Enfin, je clôturerai sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, elle n'est pas née hier, hein. Elle a connu un développement extraordinaire avec ChatGPT, mais enfin de l'IA, on en a partout dans nos outils depuis très longtemps, sauf qu'elle a, depuis quelques mois maintenant, pris un virage qui tend vers la révolution, avec cette fameuse intelligence artificielle générative, conversationnelle, appelons-la comme on veut, en tout cas une intelligence artificielle qui va plus vite, une intelligence artificielle qui pense presque à notre place. Mais moi, je suis très intéressé par les échanges qu'on va avoir ce matin, parce que elle bouscule nos métiers, vous l'avez dit, monsieur le représentant, tout à l'heure. Elle va bousculer nos libertés aussi, individuelles et collectives. Mais dans quel sens ? Est-ce que ça sera dans un sens d'accélérateur et de protection de ces libertés ? Est-ce qu'au contraire, elle peut générer un certain nombre de dangers, notamment justement en mettant en place un certain nombre de mesures qui peuvent être attentatoires à nos libertés individuelles et collectives ? Moi, je suis très attentif à nos échanges. Je crois, et je terminerai là-dessus, que ces outils nous en feront, nous, les acteurs du droit, avocats, magistrats universitaires, professionnels du droit, nous en ferons l'usage que nous devons déterminer ensemble. Et c'est par nos réflexions collectives, c'est par nos échanges que nous pourrons, à mon avis, maîtriser correctement ces outils et à la fois les empêcher de nuire à tout ce que nous avons bâti depuis des siècles quand même en matière de liberté individuelle et collective. Et Dieu sait si la France est un des pays quand même qui a eu un rôle majeur dans la construction de tous ces grands principes. Et aussi être des moteurs et des promoteurs de ces outils pour ce qu'ils vont nous apporter dans notre exercice quotidien d'avocat, de magistrat, d'universitaire. Car effectivement, et je pense que le président Thierry Vickers, ancien président de la conférence des bâtonniers, du Conseil national des barreaux et futur président du CCBE, qui est notre instance européenne, fait toujours la même chose quand il se déplace. Il interroge toute la salle, chaque salle face à laquelle il l'interroge en leur demandant qui aujourd'hui utilise un outil d'intelligence artificielle et générative. Levez la main ceux qui les utilisent au quotidien déjà. Est-ce qu'il y en a dans la salle ? Voilà. On voit quand même petit à petit des mains se lever. Eh bien, il y a 6-8 mois, il constatait que c'était 1 sur 10. Il y a 4 mois, il constatait que c'était 3 sur 10. Et aujourd'hui, il constate que c'est 5 sur 10. Et donc, ces outils, ils sont là. À nous de les maîtriser, à nous de les... parfois peut-être de les construire, de les bâtir et qui nous appartiennent. C'est une vraie question. Je laisse ça à nos intervenants et vous remercie.
Mesdames, Messieurs, pris en vos qualités et grades, chers amis, en ma qualité de vice-présidente du Conseil national des barreaux et au nom du Conseil national des barreaux, je suis particulièrement heureuse de participer avec vous à ces premières rencontres territoriales de droit public. Je remercie la conférence des bâtonniers et le barreau de Montpellier qui sont co-organisateurs aux côtés du CNB de ce bel événement qui a vocation à s'ancrer sur le plan institutionnel et nous avons déjà réfléchi aux éditions futures et je m'en réjouis particulièrement. Un grand merci également au Conseil d'État pour son précieux concours et sa présence à nos côtés ce matin. Et un remerciement tout particulier à mes amis Patrick Lingibé et Serge Degas, car ils sont les instigateurs de ces rencontres et ils sont aussi à la manœuvre pour cette belle mise en œuvre aujourd'hui. Donc un grand merci à eux. Je suis heureuse de participer à ces journées à ces rencontres territoriales de droit public. Alors, je dois effectivement avouer, je ne suis pas moi-même publiciste. Quand on me demande, tiens, qu'est-ce que tu fais, Hélène, fin de semaine, je dis, je vais aux rencontres territoriales de droit public, et on me regarde avec des grands yeux en disant, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde un peu particulier des publicistes? Alors, je vous fais une petite confidence. Mon seul contact avec le juge administratif, c'est sur un contentieux. Alors, très territorial également, c'est en matière de contentieux de la chasse. C'est le seul lien que j'ai avec le juge administratif. C'est uniquement pour le contentieux de la chasse, les contestations de plans de chasse et le contentieux notamment des fichiers FINIADA. Donc c'est à peu près mes seules compétences et mes seuls liens avec le juge administratif. Alors, cette matinée sur l'intelligence artificielle, alors vous pourrez nous dire encore une matinée sur la question de l'intelligence artificielle, parce qu'il est vrai que depuis plusieurs mois, on travaille IA, on débat IA, on parle IA, on dort IA. Le Conseil national des barreaux a consacré sa grande rentrée le 19 septembre dernier sur la question de l'IA, à l'occasion de laquelle nous avons publié un guide des bonnes pratiques de l'intelligence artificielle et j'ai le plaisir depuis le début de cette mandature de présider et de coordonner le groupe de travail pour le Conseil national des barreaux sur l'intelligence artificielle où on décline effectivement à travers une manière de travailler très transversale, les réflexions à travers les différentes commissions et notamment sur les questions, le lien entre la déontologie et l'IA, le secret professionnel et l'IA, l'exercice illégal de la profession d'avocat, l'accès au droit, mais également, et monsieur le doyen est là ce matin, sur toutes les questions fondamentales de formation. L'enjeu effectivement prioritaire de notre profession, c'est celui de la formation pour éviter que les confrères se retrouvent à ne pas être adaptés en tout cas à ces nouveaux outils et que ça crée un clivage. Mais la question ce matin m'intéresse effectivement tout particulièrement puisque les biais algorithmiques, les biais personnels, les hallucinations, l'opacité dans le traitement des données et l'utilisation qui est faite de ces données issues de l'IA sont un risque réel. Il faut en avoir conscience tout en sachant tirer les meilleurs avantages de l'IA. Ce sont véritablement les enjeux qui occupent le CNB aujourd'hui et c'est tout le sens de cette matinée autour des libertés individuelles, des libertés publiques. Donc l'équilibre liberté individuelle, liberté publique va nous occuper ce matin dans l'utilisation des outils d'IA. Je ne doute pas que ces débats vont être passionnants et vont nourrir particulièrement nos réflexions à venir. Merci à tous. Madame la Présidente. Merci Monsieur Bâtonnier. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. C'est évidemment également pour moi un plaisir partagé d'ouvrir à Montpellier ces premières rencontres territoriales du droit public. Alors je me réjouis, comme vous, de cette initiative qui nous donne une nouvelle fois l'occasion d'échanger, de regards croisés de praticiens du droit public et du contentieux administratif. A fortiori sur un thème, l'intelligence artificielle, qui est un thème qui suscite de nombreux débats et qui constitue, me semble-t-il, pour le juge administratif, un des défis majeurs des années qui vont venir. Alors,
Monsieur le conseiller d'État, je ne citerai pas le doyen Clamour, je me permettrai de citer le président Jean-Marc Sauvé en 2018 qui, dans un discours sur la justice prédictive, nous mettait déjà en garde, je le cite, « Par notre réflexion et notre action, nous devons contribuer à façonner un droit responsable qui nous permette de tirer tous les profits de l'intelligence artificielle sans aliéner l'essence de la vie, de la liberté et l'autodétermination humaine ». Alors, personne ne peut nier aujourd'hui que l'intelligence artificielle fera partie des outils qui seront au service et qui sont déjà au service des avocats, des magistrats, sans doute des universitaires, mais il me semble que nous devons garder la plus grande vigilance sur la manière dont l'irruption de l'intelligence artificielle dans l'exercice de nos fonctions, et notamment des fonctions juridictionnelles, va modifier, me semble-t-il, profondément nos manières de travailler, la manière dont nous prenons nos décisions et peut-être même, à terme, notre droit administratif. Les ateliers qui vont se succéder ce matin aborderont évidemment beaucoup de questions qui sont essentielles. Pour ma part, je pense en premier lieu à toutes les questions qui sont liées à ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Qu'il s'agisse des conséquences de ce biais d'automatisation sur l'évolution du contentieux administratif, je pense notamment au contentieux de la responsabilité, mais également en tant que ce biais est susceptible de modifier, me semble-t-il, profondément l'office du juge. Un magistrat prendra-t-il la responsabilité demain de s'écarter de la solution que lui propose la machine, qui est la solution fiable, a priori, et en tout cas dominante? Une intelligence artificielle qu'il ne maîtrise pas, il n'a pas été formé pour cela, alors a fortiori en présence des algorithmes dits apprenants, comment pourra-t-il éventuellement s'en écarter? Autre question, est-ce que ce biais d'automatisation ne risque pas à terme de freiner, voire de stopper l'évolution de la jurisprudence, peut-être de la figer? Quid de la créativité juridique des avocats? Quid de la créativité du juge administratif? Et donc, quid de l'évolution même, je le disais, du droit administratif qui s'est largement construit de manière prétorienne? Et puis je terminerai simplement par le biais des algorithmes eux-mêmes et donc des décisions qui sont proposées, puisque nous le savons bien et ça fait partie des débats actuels. Ce biais résulte en partie de ce que les données qui sont fournies au départ et qui sont la base de l'entraînement de la machine, si je puis dire, peuvent être partielles, voire volontairement ou involontairement partiales, mais également parce que certains biais sont développés, nous le savons, par les algorithmes eux-mêmes. Voilà, il y a donc un risque identifié d'atteinte, notamment au principe d'égalité, et l'utilisation de l'intelligence artificielle comme aide d'outil à la décision, pour le juge, qu'il soit un juge administratif ou un juge judiciaire, est d'ailleurs répertoriée comme à haut risque. Voilà. Autant de questions qui s'imposent aux juges administratifs, aux avocats, aux universitaires et qui, de mon point de vue, conditionneront la qualité de la justice que nous serons amenés à rendre demain. Bien, messieurs les conseillers d'État, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs les bâtonniers, maîtres, mesdames, messieurs, je ne vous cache pas ma satisfaction de voir se tenir ces premières rencontres, conférences territoriales, pour les raisons qui ont été évoquées pour le droit public en général, et puis de les voir se dérouler à Montpellier plus particulièrement. Comme vous l'avez dit, monsieur le conseiller d'État, pas tant pour des raisons de soleil, mais pour des justifications plus fondamentales. Montpellier est une ville de droit et une ville de droit public aussi, avec nombre d'avocats spécialisés en la matière. C'est aussi le siège officiel d'un tribunal administratif, peut-être même le siège officieux d'une cour, je ne sais pas. Et tout ça pour dire que je suis très heureux aussi que vous ayez, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs les organisateurs, souhaité associer l'université, alors ici très bien représentée par Coralie Richaud et Jérémy Bousquet, et plus particulièrement la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Montpellier. Et puis c'est à Montpellier aussi, certainement, monsieur le bâtonnier,
parce qu'on vous le doit personnellement. Et je voudrais vous dire un mot au crépuscule d'un mandat absolument solaire, que le barreau de Montpellier a eu beaucoup de chance de vous avoir pendant ces 2 années. Vous avez fait de très grandes choses pour ce barreau et de très grandes choses avec l'université. Nous avons noué des liens qui vont demeurer institutionnellement pérennes et de grandes choses se sont produites, donc je vous en suis extrêmement reconnaissant. Après, pour parler du fond du sujet, l'intelligence artificielle, c'est évidemment un thème, un sujet d'actualité qui nous mobilise toutes et tous à l'université. On a 3 défis majeurs à relever. Le premier, c'est celui de la fiabilité. L'intelligence artificielle, on en a parlé il y a un instant, mais c'est un problème qui va se régler tout seul parce qu'on n'en est qu'au balbutiement et puis parce que nul n'est parfait, pas même l'intelligence artificielle. Et on s'en satisfera. On a un problème majeur d'éthique, mais le problème éthique est partout. Qu'est-ce qu'on en fait? On va en discuter aujourd'hui. On a déjà des problèmes d'éthique dans l'utilisation d'Instagram par les avocats. On en aura avec l'intelligence artificielle. On va se réguler, on va en discuter ensemble. Mais je crois que le principal problème, en vérité, il est profondément structurel parce qu'il va nous amener à nous poser des questions importantes qui ne concernent pas, en vérité, les professionnels d'aujourd'hui qui vont se former, mais qui concernent les professionnels de demain. L'un des enjeux majeurs de l'université aujourd'hui va être de former des étudiants à devenir des juristes de demain en prenant en compte la donnée, l'intelligence artificielle. On ne peut pas raisonnablement passer notre formation en mettant ça sous silence. Il faut au contraire recomposer les formations par et pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'en faire un outil pour apprendre l'intelligence artificielle et même un objet d'étude. Il faut qu'on ait formé des étudiants qui comprennent, ça a été dit, qui savent utiliser les outils, qui savent chercher avec. Et ce faisant, on rentre dans un profond dilemme, à mon sens, qui est celui des effets pervers de la facilité. Lorsqu'on va apprendre à des étudiants à se servir de l'intelligence artificielle et être capable de produire des choses qu'on aurait mis 5-8 ans à pouvoir produire normalement, on va avoir un effet immédiat qui est celui de l'extraordinaire facilité de produire quelque chose. Et on ne peut absolument pas mettre sur le marché du travail des étudiants qui ont appris ça. Parce qu'en fait, ils n'ont rien appris. Ils n'ont rien appris. Et le danger, il est là. Notre rôle, au moins universitaire, c'est, tout en apprenant ça, en donnant ces clés-là, de continuer à devoir apprendre aux étudiants à dominer. C'est-à-dire d'en savoir plus ou d'être allé à Bac+5 avec des réflexes profondément universitaires, une capacité d'approche globale, intellectuelle, de recul, pour pouvoir avoir une position, un avis sur la production faite par l'intelligence artificielle. Et il y a cette tension-là entre l'extraordinaire facilité d'un apprentissage rapide pour savoir prompter, demander à la machine de faire quelque chose, mais des études qui doivent toujours rester aussi longues pour garder cette culture juridique générale. Et finalement, c'est un petit peu dans ce paradoxe-là une forme de triomphe des études universitaires, parfois largement décriées, y compris dans des attaques jusqu'au doctorat. C'est peut-être une forme de revanche parce que l'université française, elle a dû faire une révolution majeure depuis 40 ans, celle de l'extrême professionnalisation des études universitaires, et nous avons su rester sur le devant de la scène parce qu'avec des masters et des magistères, nous avons fait venir en grand nombre des professionnels dans nos formations pour rendre les étudiants directement insérables professionnellement. Mais il s'agit là d'un équilibre et non pas d'un objectif qui doit continuer à être recherché, d'un équilibre à maintenir, parce que le rôle de l'université, c'est aussi de pouvoir développer l'esprit critique et de compréhension générale en parlant de codification avec le professeur Cabriac, de philosophie du droit avec le professeur Alexandre Viala, bref, de former des individus complets capables de comprendre le contexte de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est ce que je voulais dire, parce qu'aujourd'hui, à la faculté de droit et sciences politiques de Montpellier, on étudie toutes les IA, on étudie Dallos, LexisNexis, Doctrine, on est abonné à tout dans un cercle restreint pour savoir qu'est-ce qu'on va faire sur nos prochaines maquettes, mais on ne le fera que dans cet objectif-là. J'ai trop parlé, je voudrais simplement pour terminer souligner, monsieur le bâtonnier, que dans l'intitulé de cette conférence, on a mis en miroir ce terme si contemporain d'intelligence artificielle avec celui quelque peu suranné de liberté publique. Et c'est à dessein. À mon avis, c'est à dessein. C'est à dessein parce que finalement, c'est la sagesse de tradition, de sens profond qui doit nous conduire pour appréhender des innovations actuelles. Je vous remercie.